Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième édition de la journée du data marketing. On va faire un petit test de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, ben, on m'entend bien. Du coup, je vais me présenter. Moi, je suis Rita, je suis marketing manager chez Wizali et je serai en votre compagnie tout au long de cette matinée. Puis Wilma reprendra le relais à la session de cet après-midi. Donc, cette journée va être très riche puisque les partenaires de Wizali vont prendre la parole à tour de rôle sur des sujets divers et variés autour de la data et du marketing. On a au programme 8 conférences et on va vite rentrer dans le vif du sujet avec notre premier intervenant, Alban Pelletier, CEO d'Antvoice, qui nous montrera comment la data et l'intelligence artificielle peuvent optimiser vos campagnes digitales. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions en bas à droite. On y répondra à la fin. Donc, Alban, je te laisse la parole. Bonjour à tous, ravi de débuter effectivement cette journée du data marketing avec Wizali. Merci Rita de l'introduction. Donc vous l'avez compris, ça va être un programme assez riche. J'ai le plaisir de débuter donc cette journée. Donc encore une fois, bonjour à tous les leftos. Et puis on aura certainement des gens qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Spécifiquement, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'impact de la data et de l'IA, donc du traitement de la data sur les campagnes digitales. Donc, comme le disait Rita, si vous avez des questions, vous avez donc un petit chat à côté. N'hésitez pas, on fera certainement une session de questions-réponses à la fin. Et puis, s'il y a quelques questions au fil de l'eau, voilà, j'ai positionné la petite fenêtre. Voilà, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas donc à le mettre dans l'onglet questions que vous avez en bas. Donc l'objectif aujourd'hui, hein, c'est de traiter différents sujets. On va expliquer ce qu'est l'IA, ce qu'est l'IA appliquée au marketing. C'est important. On parle beaucoup d'IA en ce moment, mais effectivement, qu'est-ce que l'IA appliquée au marketing et notamment au marketing digital? On évoquera ensuite l'impact de l'IA sur la façon de gérer et d'optimiser vos campagnes, donc à travers la réalisation des budgets, le ciblage, le trading et l'attribution comme vous pouvez voir. Et puis, on passera un dernier moment sur des exemples très précis sur la façon dont on applique chez Envoice l'utilisation de la data et puis de l'IA. Et on procédera à cette séance de questions-réponses avec plaisir. En deux mots, donc je suis Alban, je suis CEO et cofondateur d'Envoice. Envoice, c'est une jeune pousse qui est un petit peu moins jeune maintenant, mais c'est une startup en fait dédiée justement à l'accompagnement des marques et des agences sur le display. Donc on est vraiment spécialiste du display. On le verra que le display, donc c'est tout le hors GAFA, hors plateforme, on va dire. Tout ce display-là, en fait, a un potentiel assez intéressant et c'est une façon, effectivement, d'optimiser les campagnes digitales. Donc ça, c'est notre terrain de jeu, le display programmatique. On a deux piliers importants chez nous, c'est la technologie, d'une part. On le verra, donc c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, c'est beaucoup de data, beaucoup d'IA, beaucoup de data science, etc. Et d'autre part, l'approche responsable, puisqu'effectivement, on considère que la meilleure façon aujourd'hui de créer une campagne, de créer un lien avec les consommateurs, c'est d'avoir une approche responsable au niveau de la publicité. Et on sait tous effectivement que sur la publicité digitale, il y a quelquefois quelques, quelques méthodes qui sont pas très responsables. Donc ça, c'est un point qui est très important chez nous. Deux mots sur la dynamique. On est une très belle dynamique. 52% de croissance sur le chiffre d'affaires en 2022. Voilà, le marché devrait terminer, je pense, à plus 15. On fait à peu près 3 fois la croissance du marché. Donc on voit bien effectivement que le display est clairement un enjeu de plus en plus important sur les marques. C'est une cinquantaine de nouveaux clients. On travaille essentiellement en fil rouge puisqu'effectivement, on va être à la recherche de performance et d'acquisition notamment de nouveaux clients et que c'est un besoin permanent. Et quelques références, c'est Maisons du Monde, c'est Damar, c'est Oxybul, vous les voyez en bas, c'est Floabank, c'est GMF, c'est Renault. Donc on va travailler à peu près avec tous les secteurs, assez fortement marqué tout de même sur le retail et puis sur tout ce qui est banque assurance, où il y a aussi des enjeux en fait très importants en manière d'acquisition. Donc pour vous présenter globalement, juste en deux mots, ce que l'on fait, vous voyez, on va gérer tout ce qui est possible de gérer sur la partie display, les différents canaux. Donc aujourd'hui, c'est très web. Demain, ça sera effectivement sur d'autres
on va dire, d'autres canaux programmatiques. L'idée, c'est d'avoir une plateforme en fait qui permette de gérer tout le programmatique pour une marque hors GAFA, encore une fois. On gère toutes les stratégies, donc que ce soit du top of mind jusqu'à de la feed. On gère à peu près tous les formats. On a une campagne typiquement d'audio qui est lancée ce matin avec Damar et Spotify. Donc c'est quelque chose qu'on vient de rajouter là, justement en ce moment. Tous les types de ciblage. Et puis le territoire aujourd'hui, c'est la France et on développe l'international. Alors, on va débuter par justement l'IA, cette notion d'IA. On en entend beaucoup parler, c'est jamais évident de comprendre ce qu'il y a derrière l'IA, puisqu'effectivement, ça revêt différentes formes. Donc, la meilleure façon d'avoir une bonne définition de l'IA est d'utiliser ChatGPT. Donc, vous avez déjà dû tester ou au moins entendu parler de ce système qui est certainement le système le plus disruptif à l'heure actuelle, qui est une IA qui va utiliser justement le contenu du web pour pouvoir répondre à des questions ou rédiger des textes par rapport à des questions. Et donc, je lui ai posé hier, qu'est-ce que l'IA? Et voilà en fait ce que ChatGPT m'a répondu. L'intelligence artificielle est l'ensemble des techniques de calcul permettant de simuler ou de reproduire des fonctions cognitives humaines, comme la reconnaissance de la parole, la compréhension, etc. Voilà, vous voyez, en fait, on a une définition qui est assez claire en fait de cette IA, donc qui est très sur le fait de reproduire des comportements, des réflexions, des pensées justement qui sont humaines. L'idée à la fin, c'est d'avoir une sorte de clone du cerveau humain, mais de manière complètement numérique. Alors, cette définition, elle est clairement intéressante, elle est très vaste, puisqu'effectivement, il n'y a pas une IA, mais il y a des IA. Il y a des IA en fait, qui sont complètement différentes les unes des autres. Lorsque vous avez une IA qui va optimiser les parcours, par exemple, de livraison de plats emportés ou sur la publicité, ou par exemple ce que fait ChatGPT, ce ne sont pas du tout les mêmes en fait IA. Donc en fait, déjà, ce qu'il faudrait avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une IA, il y a des IA. Donc en fait, c'est des séries d'algorithmes qui vont chacun avoir en fait un objectif différent. Et c'est vrai que la pensée qui est de dire il y a une super IA qui est capable de tout faire, bon, clairement aujourd'hui, on en est quand même très très loin. Donc il y a un ensemble d'IA très intéressantes pour un certain nombre de secteurs, avec effectivement des avancées majeures. Mais aujourd'hui, on n'a pas une IA. Alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que l'IA appliquée en fait au marketing et notamment au marketing digital, ça c'est la définition en fait de Wikipédia. Elle est un tout petit peu différente et je pense que ce qu'il faut mettre en avant d'abord, c'est pas forcément la simulation de l'intelligence humaine et des sensations et des relations et des sentiments humains, c'est plutôt l'automatisation des tâches. Lorsqu'on prend l'IA et qu'on l'applique au marketing, c'est plutôt le remplacement de l'humain sur la réalisation de micro-tâches, des tâches qui sont souvent chronophages avec une valeur ajoutée assez faible et qui peuvent être remplacées justement par une exécution de l'IA par des algorithmes. Donc c'est vrai que l'IA appliquée au marketing, c'est quand même essentiellement sur l'automatisation des tâches et notamment en matière de trading, etc. On le verra tout à l'heure, des tâches qui sont souvent faites par des humains, et ces tâches sont complètement remplaçables par de l'IA. Voilà. Donc c'est important, je pense, de ne pas créer de fantasmes autour de l'IA. Clairement, aujourd'hui, je regarde, on est 25 janvier 2023, l'IA appliquée au marketing, c'est plutôt effectivement l'automatisation des tâches. Alors, c'est important parce qu'on pourrait se dire, oui, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose, l'automatisation des tâches. En fait, c'est extrêmement important parce qu'on est dans un environnement, une situation, un climat qui est très compliqué pour des différentes raisons qu'on va aborder donc maintenant, mais qui rend le métier du marketing digital très complexe. Aujourd'hui, il n'y a pas une discussion avec un patron du marketing et dans laquelle on n'aborde pas la complexité justement du métier. Alors, la première complexité, c'est effectivement la chaîne de valeur. Avant, on avait d'un côté des investisseurs, donc que ce soit des annonceurs ou des agences, et de l'autre côté, en fait, des audiences, donc des publishers. C'était relativement simple. Et puis, on s'appelait pour pouvoir créer des deals. Et aujourd'hui, effectivement, le programmatique a installé tout un ensemble de technologies entre les deux. Et donc, ça, c'est le deuxième schéma que vous pouvez voir, qui rend la transparence et la visibilité et la compréhension
du marketing digital beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus d'opérations, il y a beaucoup plus d'intervenants, il y a moins de transparence. Et c'est vrai que du coup, il y a énormément d'arbitrage à faire, alors qu'avant, c'était relativement simple. Et c'est là où l'IA, donc avec l'automatisation des tâches, va pouvoir et clairement aider les équipes marketing. D'autre part, on parle beaucoup de big data, voilà, big data depuis maintenant des années. Clairement, le stade de big data est derrière nous. Aujourd'hui, on est plutôt sur le stade de smart data. Pourquoi? Parce que le terrain de jeu de la data a fortement diminué sur les dernières années. D'une part, vous avez à peu près un tiers des internautes qui ont un adblocker, donc qui ne permettent pas justement l'affichage de vos publicités. Donc, ça enlève en fait une bonne partie quand même du terrain de jeu. Vous avez d'autre part à peu près 20% des navigateurs qui bloquent déjà les cookies tiers, donc qui empêchent justement d'avoir une vue précise de l'impact et en même temps du ciblage donc des campagnes. Et puis les 70% qui sont autour de Chromium, donc les Chrome et puis notamment le navigateur de Microsoft également. Voilà, vous le savez, hein, il y a la suppression possible en fait des cookies tiers donc en 2024. C'est reconduit, ça peut être en 2022, puis en 2023, puis en 2024. C'est un sujet qui est très compliqué. Je pense qu'il va prendre beaucoup de temps. Mais on voit bien effectivement que la data est très clairement en train de changer, à la fois avec moins de volume et potentiellement effectivement avec une façon différente justement de suivre le comportement des internautes. Donc moins de data veut dire qu'il faut mieux traiter ce que l'on a comme data. Et bien sûr, l'IA est très importante pour cela. D'autre part, on est aussi dans des schémas de concurrence en fait très forts. Je vous ai mis quelques chiffres. Grosso modo, c'est à peu près 50% aujourd'hui des investissements qui sont mis sur le digital. Donc c'est un petit peu moins en France, c'est plutôt 60-65% aux États-Unis et en Chine. Mais grosso modo, on va dire qu'1 € sur 2 est mis sur le digital. La croissance des investissements sur le digital sur le premier semestre 2022, c'est 19%. Donc on avait plus de 20% en 2021. On devrait terminer l'année, je pense que c'est un peu plus calme sur le second semestre, on devrait terminer l'année voilà, entre 15 et 17%. Et donc, on voit que c'est une croissance qui est quand même très importante. Et l'usage du web en 2022, c'est 4%. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un taux d'internaute très élevé, une pénétration très élevée, et l'usage même de l'Internet, en fait, n'augmente que très peu maintenant en France. Donc, on va avoir des investissements qui vont monter, un usage qui est relativement flat. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, il va y avoir plus de concurrence entre annonceurs. Et c'est quelque chose qui va effectivement perdurer, puisque on peut s'attendre à avoir de plus en plus d'investissements de la part des entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit le secteur et leur taille, sur le digital. Donc, on va avoir une concurrence de plus en plus féroce. Et c'est vrai que plus c'est féroce, plus on va avoir besoin de faire des arbitrages et plus l'IA pourra nous y aider. Un autre point, c'est le contexte économique, hein. Voilà, vous êtes tous, je pense, très sensibilisés à cette partie-là. À la fois l'inflation sur la baisse de la consommation des ménages, l'indice de confiance qui est au plus bas depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, on n'est pas dans une spirale effectivement vertueuse pour la consommation et donc pour les ventes. Ce qui veut dire que dans un climat de ce type-là, qui est plus tendu, donc il y a des secteurs qui résistent plus ou moins, mais dans un climat globalement compliqué, avec en plus, on y assiste en ce moment, un nouveau cycle certainement de perturbations avec les grèves, etc. Voilà, il faut être encore plus efficace pour soutenir les ventes de l'entreprise. Et donc l'IA va nous aider justement dans ce souci de performance et ce contexte-là qui devrait perdurer une bonne partie de l'année 2023 va mettre plus encore en exergue l'importance de la performance et donc à la fin de l'IA. Et dernier point, c'est la première fois qu'on peut assister à ça. On a des GAFA ou GAMA ou GAMA, quel que soit le terme que l'on utilise, qui sont en crise. On peut peut-être appeler ça une crise d'adolescence, mais c'est la première fois effectivement que l'on n'a pas de croissance chez Google, chez Facebook, etc. Et même des décroissances, puisque YouTube perd 2% l'année dernière, Facebook perd énormément et donc c'est plus de 10 milliards de perdus suite à l'ATT, donc la modification en fait d'Apple sur le tracking et la baisse d'activité de Twitter en 2022, c'est moins 35%. Donc on voit qu'il y a des causes différentes.
c'est le contexte, c'est la hausse des CPC, c'est le fait de Facebook de ne plus traquer correctement la performance, ce sont les frasques de Musk pour Twitter. Mais globalement, c'est bien la première fois effectivement qu'on voit que la tech américaine est clairement en crise. Et donc du coup, lorsque l'on a en fait un secteur de la tech américaine sur lequel il y a plus de 80% des investissements en crise, la question se pose, si je mets 80% sur des acteurs qui sont globalement pas très en forme en ce moment, quelles sont les alternatives? Et l'IA va nous aider justement à trouver en fait des alternatives à toute cette partie-là. Donc l'intelligence artificielle, comme on le voit aujourd'hui dans un contexte qui est quand même relativement compliqué, est plus que jamais indispensable justement pour faire les bons choix, pour aller chercher les bonnes performances et pour optimiser les investissements dans les prochains mois pour toutes les équipes marketing et pour toutes les agences. Voilà, ça c'est le contexte que l'on a pu poser. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai au fil de l'eau. Alors maintenant, le second sujet, c'est de voir comment la data et l'IA peuvent booster justement les performances des campagnes. Donc là, il va y avoir en fait 4 points comme on le voyait en haut. Il y a la partie budgétaire, il y a la partie ciblage, il y a la partie trading et il y a la partie reconnaissance en fait de la performance. Donc c'est 4 sujets complètement différents avec non pas une IA mais des algorithmes, des IA qui vont permettre en fait d'optimiser chacun de ces points. Et puis on va les traiter si cela vous va. On va les traiter les uns après les autres. Donc l'allocation du budget, c'est toujours un vrai, une vraie grande question, c'est comment je split mon budget entre le search, entre le social, entre le display, entre les différents canaux, les différents formats, et cetera, et cetera. Et donc ça, c'est certainement quelque chose qui sera évoqué cet après-midi. L'IA peut aider justement à, d'une part, analyser justement ce qui a été fait, donc analyser les campagnes qui ont pu être faites avec les performances, avec le poids, etc. Et l'IA va pouvoir aider aussi à créer des simulations, de se dire, voilà, si j'avais mis non pas 5% sur tel canal, mais plutôt 15%, qu'est-ce que ça aurait pu donner non seulement pour les performances de ce canal, mais quel serait l'impact sur les autres canaux. Et au global, quel est l'équilibre que j'aurais pu obtenir. Et cette simulation-là, elle est basée sur des très grands volumes, forcément, de data, sur des calculs qui sont très puissants. Et effectivement, l'IA est clairement aujourd'hui très intéressante pour pratiquer ce type de choses. Donc ça devrait, j'imagine, être évoqué cet après-midi, puisque Wizali, en fait, a tout un module sur cette partie-là. Donc cet après-midi, vous avez un atelier avec Wizali, et je laisserai les équipes de Wizali rentrer, en fait, dans le détail. Les screenshots que vous voyez viennent justement de Wizali. Et c'est relativement intéressant de voir que l'on peut justement simuler des impacts dans la modification en fait, de son plan média. Ça, c'est pour la partie allocation budgétaire. Le deuxième point important, c'est le ciblage. Donc aujourd'hui, on a toujours tendance à penser qu'il n'y a qu'un ciblage. En fait, il y a énormément de types de ciblage avec des types de données qui sont complètement différentes aussi pour faire ces ciblages. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. C'est tout ce qui va être contextuel, sémantique, requête search. Donc là, on est plutôt sur le corpus en fait de mots, de mots-clés. On va avoir des ciblages basés sur les segments, voilà, que vous connaissez très bien, les sociodémos, tout ce qui est centre d'intérêt, engagement, etc. Vous avez des ciblages user-centriques. Donc, on va analyser non pas le comportement de groupes de personnes, mais des comportements individuels. Donc, typiquement, c'est ce qu'on fait sur Envoice, où on va suivre le comportement en fait, d'une personne pour estimer un intérêt pour une marque, une catégorie de produits ou un produit en lui-même. Donc là, c'est vraiment un point clé, c'est de suivre en fait, le comportement d'une personne uniquement. On va avoir des ciblages géographiques, temporels par device. On va pouvoir se baser sur des cookies first, de la donnée tierce, etc. Et donc, du coup, aussi avoir des ciblages qui sont à la fois sur des comportements déjà réalisés, comme le retargeting, ou des comportements qui pourraient se réaliser, comme le pré-targeting. Donc, on va voir que l'échelle temporelle n'est pas du tout la même. Donc, la difficulté aujourd'hui, lorsqu'on est un marketeur ou une agence, c'est de se dire quel est le ciblage que je dois utiliser ou surtout quel est l'équilibre d'utilisation des ciblages que je dois trouver. Puisqu'effectivement, généralement, on n'utilise pas un ciblage, on utilise plusieurs. Et c'est vrai que l'IA va pouvoir nous aider justement à trouver le bon équilibre, à trouver la bonne cible dans des environnements en fait qui sont soit ouverts, soit fermés, comme ce qui peut être le cas des plateformes US ou chinoises. Alors, je vous ai mis quelques
quelques utilisations en fait de l'IA. L'IA va nous aider d'une première part à exploiter justement des données qui sont différentes. Lorsqu'on est sur des segments basés sur des cookies first party ou de la donnée tierce, eh ben, effectivement, c'est pas la même chose. Donc là, on va pouvoir réconcilier justement des profils, des comportements pour unifier justement cette data, et l'IA dans le traitement de la donnée va être très intéressante. On va avoir la réalisation justement des calculs. Ce qui est toujours compliqué, en fait, c'est de faire des calculs, non pas pour un segment ou une personne, mais sur des dizaines et des dizaines, voire des millions en fait, de profils. Et donc ça, l'humain n'est pas capable de le faire. Et ce traitement qui va apporter une granularité, justement, ça, c'est l'essence même en fait de l'algorithme et des intelligences artificielles, puisqu'on va pouvoir passer d'un mode binaire, oui, non, voilà, la personne, je la mets dans un groupe ou pas dans un groupe, elle est intéressée ou pas intéressée, à quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus granulaire. Typiquement, chez Envoice, on a un score entre 0 et 100. Donc, plutôt que d'avoir oui, non, donc, on va avoir quelque chose effectivement entre 0 et 100 qui va nous permettre d'estimer le potentiel d'une personne et donc d'estimer le prix intéressant pour payer justement une personne, puisque quelqu'un qui est très intéressant va pouvoir coûter plus cher qu'une personne peu intéressante. Et cette granularité-là change complètement la façon effectivement de cibler les personnes et en même temps les résultats. Une autre utilisation de l'IA, c'est tout ce qui va être en fait apprentissage automatisé, puisqu'en fait, à chaque réaction de l'internaute, je vois, je clique, j'achète, je vais pouvoir justement faire en sorte que le calcul vive et puisse apprendre pour optimiser, optimiser, optimiser. Quel est le type en fait d'heure, le type de device, le type du coup de format, le type de message, etc. les plus intéressants. Et on va avoir en fait un apprentissage qui est basé justement sur des algorithmes. Donc cette IA-là, voilà, je vous ai mis quelques utilisations en fait de l'IA pour la partie ciblage. Là, vous avez deux types en fait d'approches. Soit c'est l'IA blind, donc c'est typiquement ce que vous retrouvez chez Google sur la partie Performance Max, où du coup vous mettez effectivement un budget et vous ne savez pas exactement comment c'est utilisé. Donc ça, c'est intéressant parce que ça apporte de la performance, mais par contre, il n'y a pas du tout de visibilité, de transparence sur ce qui est fait. Soit c'est une IA supervisée, c'est-à-dire qu'effectivement l'IA va faire ces calculs-là, mais supervisé en fait par un humain qui va pouvoir comprendre les mécaniques et partager justement les résultats et aussi les comportements et la façon dont on arrive en fait à ces résultats. Donc clairement, nous, on est beaucoup plus sur cette partie supervisée pour garder justement une transparence, une visibilité, une compréhension de ce que font les algorithmes. Donc, en finale, on va gagner en finesse, on va gagner bien sûr en performance, un gain de temps, puisque du coup, ce sont des calculs qui, normalement, sont plutôt faits par des humains, vont être remplacés, et on va avoir une meilleure compréhension également de la cible. Donc, on a fait des tests chez Android avec des ciblages type segment, des ciblages type persona, donc sur des comportements, sur des volumes en fait plus restreints, et sur un ciblage du coup user-centric. L'idée, c'est de dire voilà, le segment, c'est là où il y a plus de masse, le persona et le user. Et en fait, lorsqu'on fait des comparaisons, on l'a fait sur, on a des groupes qui tournent à blanc pour pouvoir suivre effectivement l'évolution de nos algos. Et en fait, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'entre un persona et un segment, on arrive à avoir 23% de performance au global supplémentaire. Et lorsqu'on passe en fait à un profil user-centrique, c'est 47% de performance supplémentaire. Donc, plus on va être fin, plus on aura de performance. Mais la difficulté de la finesse et du traitement d'un profil, c'est effectivement le fait de pouvoir le faire pour des millions de profils. Et donc, l'IA, effectivement, est indispensable clairement sur cette partie ciblage. Alors, c'est pareil ensuite sur la troisième partie qui est le trading. Le trading, c'est très, très, très compliqué, puisqu'effectivement, on a les différents ciblages que l'on a vus précédemment. On va voir les différentes stratégies. Voilà, quelqu'un qui ne me connaît pas ou qui est déjà venu sur mon site, bah, je ne peux pas lui parler en fait de la même façon. On va voir les différents canaux, donc vous connaissez très bien. On va avoir des plateformes fermées, des plateformes ouvertes. On va avoir des modèles différents, donc en gros du CPM jusqu'au CPA ou jusqu'au CPL. On a des dizaines de SSP, il y a des milliers de sites éditeurs, des dizaines de formats, que ce soit une vidéo ou un push, c'est pas du tout la même chose. Les différents messages, les devices, et bien sûr, encore une fois, la compétition temporelle. Si vous êtes voilà, le 25 janvier ou si vous êtes fin novembre pendant le Black Friday, c'est pas du tout la même compétition et donc pas du tout les mêmes niveaux de pricing.
La difficulté, c'est de traiter, et là j'ai mis voilà, un exemple de paramètres, il y en a encore d'autres, mais du coup, la complexité déjà sur ce que l'on voit là, c'est de savoir où acheter, quelle personne, combien il faut l'acheter, sur quel modèle, et lui proposer quel bon format, sur quel device, etc., etc. Et ça, on ne peut pas créer des combinaisons performantes humainement. Voilà, vous comprenez bien, une campagne qui va traiter 1 million ou 2 millions ou 5 millions de personnes, c'est impossible effectivement d'effectuer le bon choix pour chacune des personnes. Et l'IA va pouvoir justement traiter tout ça. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au potentiel d'une personne, par rapport à l'heure à laquelle en fait elle consomme plus ou elle transforme plus sur le canal, etc. On va pouvoir avoir une scénarisation qui est individuelle et qui va permettre justement d'aller chercher le maximum de performance. Donc on le verra juste, voilà, juste après. Je vous ai fait un petit schéma, et ça c'est typiquement la façon dont on travaille en fait chez Envoice. En fonction par exemple d'une personne, on ne va pas du tout avoir en fait le même schéma, la même expérience publicitaire. Quelqu'un qui ne connaît pas par exemple encore la marque, on va essayer de commencer par un format vidéo qui sera sur un modèle plutôt au CPM. On va aller chercher la complétion à 100%. Si la personne complète à 100%, on va ensuite lui proposer plutôt une manière produit. Et là, on sera plutôt sur un modèle au CPC. Et s'il y a un clic derrière, on va peut-être passer sur du natif avec une offre promo, etc., etc. Alors que si quelqu'un, effectivement, n'a pas complété la première vidéo ou est déjà venu, en fait, sur le site, on va avoir un schéma qui est complètement différent. Ça, c'est un schéma que je peux vous présenter. Et donc, effectivement, il faut imaginer que pour une campagne où il y a 5 millions de personnes, on va avoir 5 millions d'expériences publicitaires différentes. Et bien entendu, cette partie-là, on ne peut pas la faire humainement. Et donc là, l'IA, alors que par contre, l'IA est complètement adaptée justement pour l'automatisation de la création en fait de ces scénarios. Les types de trading, on va retrouver les mêmes, hein. Vous allez avoir du blind, du supervisé et la gestion humaine. La gestion humaine dans le trading, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a un contrôle total. On sait exactement qui on achète, si on est sur des segments ou des mots-clés, sur quel environnement on est, sur quel prix on est, etc. Mais on n'aura pas de granularité, comme j'évoquais en fait tout à l'heure. On va mettre tout le monde plus ou moins dans le même sac et on va se dire, bah voilà, en gros, c'est une échelle de prix sur tel ou tel site, mais on ne va pas forcément avoir une granularité qui va être individuelle. Le blind, donc là, c'est typiquement aussi ce qu'on peut retrouver chez les plateformes, où on donne en fait une cible, tout est géré en fait par la plateforme, et à la fin, on ne sait plus exactement comment c'est fait sur est-ce que c'est du retargeting ou est-ce que c'est du pré-targeting. C'est souvent le cas, encore une fois, chez certains de nos amis GAFA, où voilà, vous mettez un budget, vous ne savez plus ce qui se passe. Donc voilà, moi je recommande toujours la supervision, l'IA supervisée, parce que ce qui est très important pour une agence ou pour une équipe marketing, c'est de comprendre ce qui se passe, de savoir exactement où est sa marque est exposée. Et donc ça, seul l'IA supervisée permet justement cet avantage-là. Donc on va retrouver le même type d'apport qu'on a vu tout à l'heure, donc je passe assez rapidement là-dessus. Il y a toujours plus de performance, plus de finesse, plus de transparence, une meilleure compréhension en fait du business, et c'est ce qui permet effectivement d'avoir quelque chose de plus efficace. Le dernier point, donc on a fait l'allocation du budget, on a vu le ciblage, on a vu donc la partie trading, et le dernier point, c'est l'attribution. Donc ça, vous savez bien que c'est le cœur de métier en fait de Wizali. Donc je vous laisserai rejoindre l'atelier de Wizali cet après-midi. Mais l'IA, dans le calcul justement des volumes de data et des résultats, va permettre de comprendre l'impact de chaque canal, à la fois au final et aussi dans la contribution et la réalisation des performances. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est clé, c'est de pouvoir avoir en tant qu'annonceur ou agence une solution tierce qui permette de comprendre exactement ce que chaque canal produit, ce que chaque partenaire produit, pour avoir en fait un bon équilibre et optimiser in fine en fait le budget marketing. Donc ça, ce sont l'impact, les façons d'utiliser l'IA. Et vous me direz, et l'humain, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, où on le met en fait dans tout ça? Est-ce qu'on va être remplacés tous demain par des IA? Et je vais faire le lien en fait avec ce que je disais en préambule. L'IA dans notre secteur est beaucoup plus intéressante pour la création, la réalisation de micro-tâches qui prennent du temps, qui ont une valeur en fait ajoutée assez faible. Donc l'IA est parfaite justement pour réaliser ces micro-tâches-là, très time consuming. Donc ce qui veut dire que l'humain va au contraire retrouver de la place
sur la réflexion, sur l'échange, sur la compréhension, sur la stratégie. Donc, c'est vrai que de notre point de vue, il ne faut surtout pas opposer en fait l'IA à l'humain. C'est plutôt de se dire, voilà, l'IA va pouvoir aider justement l'humain, les équipes marketing, les agences, etc., à pouvoir retrouver justement du temps et du temps à haute valeur ajoutée, encore une fois, permettant de mieux accompagner donc soit les annonceurs ou de mieux travailler du coup les budgets grâce à cette réflexion-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'évoquer en fait des exemples, de rentrer dans le détail pour pouvoir bien comprendre effectivement comment ça peut fonctionner. J'en ai pris deux. Voilà, on devait avoir le responsable acquisition de Floabank qui devait venir. Malheureusement, il y a eu un contretemps ce matin, donc je vais vous faire la presse en fait qu'il avait préparée. Vous verrez, ça sera assez intéressant, je pense. J'aurais préféré qu'il soit là, mais voilà, en tout cas, vous aurez un maximum en fait d'informations. Et puis j'évoquerai aussi Damar, avec qui on travaille également, qui permet de comprendre mieux en fait comment on peut utiliser l'IA. Et puis ensuite, on fera la question-réponse. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions et je préparerai mes réponses. Alors, le brief Floabank, hein, rapidement. Floabank, vous devez connaître. En fait, on a tous l'impression que c'est une banque nouvelle. En fait, c'est l'ex-banque Casino qui a été créée maintenant il y a une vingtaine d'années. On a un nouveau nom, Floabank, qui est effectivement beaucoup plus moderne, qui est apparu en 2020. Et toute la difficulté en fait de Floabank, c'est d'évoluer dans un contexte qui est extrêmement concurrentiel. C'est le contexte en fait, donc c'est le secteur du crédit et donc de l'aide aux consommateurs en fait pour la réalisation et financement de projets. Puisque dans ce secteur du crédit, on va avoir tous les poids lourds historiques, voilà, les Cofidis, les Sovaco, les CTLM, etc., que vous connaissez. On va avoir toutes les banques traditionnelles aussi qui vont proposer des offres de crédit. Et puis en même temps, on va avoir des néobanques en fait fortement capitalisées. Voilà, je parle de United, mais effectivement qui sont là pour du coup aussi disrupter le marché. Donc c'est vrai que c'est un contexte qui est extrêmement concurrentiel et pour en fait un acteur comme Floabank, l'important c'est de pouvoir maintenir ce top of mind, voilà, de se dire on doit toujours penser en fait à moi et en même temps d'avoir une approche en fait performance à travers l'acquisition justement de clients. Donc c'est ce qu'on a fait en fait avec Floabank. On a un fil rouge en vidéo, donc c'est à dire qu'on n'a pas des campagnes vidéo de temps en temps, mais on a vraiment en fait un fil rouge complet de vidéos. Et puis en même temps, on a un fil rouge performance, ce qui permet du coup d'avoir quelque chose de complet et en même temps de cohérent. Comme je l'évoquais en fait tout à l'heure dans le schéma, on va avoir du coup d'un côté justement des campagnes avec un premier touchpoint vidéo et puis ensuite un accompagnement sur la partie performance. Donc c'est ce qu'on appelle une approche brandformance. Donc c'est tout à fait le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure avec différents canaux, différentes stratégies et puis une façon d'individualiser l'expérience publicitaire pour chacun des internautes. Donc lorsqu'on regarde du coup les différentes stratégies que l'on peut opérer chez OnVoice, on est vraiment en fait sur le haut, renforcer le top of mind et élargir en fait le bassin d'audience. Donc chez certains clients en fait on fait tout, sur d'autres on fait qu'une partie, mais sur la partie flow à banque, l'idée effectivement c'est d'aller chercher un nouveau bassin de prospects et de les amener jusqu'en bas en fait de la conversion. Donc, on a utilisé pour cette partie-là deux types de ciblage, les profils jumeaux. Donc, on va analyser en fait le comportement des gens sur Floabank et on va essayer de trouver des gens individu par individu qui vont ressembler justement à ces personnes et un profil en fait de persona. Donc, en gros, des gens qui sont à la recherche, par exemple, de projets type automobile. Et en fait, on a combiné les deux pour aller chercher justement le plus finement possible les prospects pour Floabank. Donc l'environnement, la façon dont on travaille avec nos annonceurs, c'est à la fois en fait un système de blacklist et de whitelist. Whitelist, c'est pour la partie vidéo. Voilà, donc on va construire, typiquement pour Fairbank, on a construit en fait une liste d'une vingtaine, trentaine de sites sur lesquels en fait la marque va être exposée. Et sur la partie performance, on est plutôt en fait en blacklist, ce qui veut dire que là, on va enlever effectivement tous les sites qui ne nous intéressent pas et on va être sur beaucoup plus de sites pour avoir beaucoup plus en fait de volume. Donc là, dans le cas de Floa, on est allé chercher des sites communautaires, des sites marchands, des sites médias, et on va chercher les gens à l'intérieur. Encore une fois, c'est une approche user-centrique, et ces gens-là, on va les toucher effectivement là où ils se trouvent sur les différents sites sur lesquels en fait ils sont. Donc le résumé en fait du dispositif,
C'est une approche donc brandformance, donc, qui va permettre en fait d'avoir et de la vidéo du top of mind et en même temps de la conversion en lead. C'est un ciblage lookalike et un ciblage en fait persona. C'est l'utilisation en fait de notre graph on voice où on a des milliards en fait d'informations et en même temps les actions qui sont réalisées sur le site de Floa. C'est un environnement de diffusion, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, qui est largement contrôlé. Et c'est une collaboration qu'on a eue de février en fait, à décembre 2022 avec des formats vidéo, bannières et natifs. Donc tout ça, en fait, c'est exactement ce qu'on donne comme information à l'IA. C'est-à-dire que de l'autre côté, on n'a pas de trader chez nous. On a en fait des algos de trading, comme on le voyait tout à l'heure, des algos de ciblage également. Et donc ça, c'est la feuille, la fiche de brief en fait que l'on va donner à l'IA. Donc on va rajouter en fait sur cette partie-là, bien sûr, en fait un budget. On va rajouter un CPC. On va rajouter, parce que le modèle est au CPC, on va rajouter aussi un objectif en fait de CPL puisque sur ce secteur-là, en fait, on est au CPL. Donc là, voilà, Floa ne voulait pas communiquer sur ces éléments-là. Mais grosso modo, on va rajouter en fait ces éléments-là. On donne tout ça à l'algo et c'est l'algo qui va trouver les meilleures personnes et qui va scénariser justement l'expérience publicitaire pour trouver en fait le meilleur compromis et le meilleur résultat. Donc c'est à ça que sert en fait justement l'algorithme, c'est de mixer des informations différentes, de mixer des ciblages différents, de mixer des environnements différents, des formats différents. Et derrière, il n'y a pas une personne qui gère la totalité point par point, mais c'est une IA effectivement qui va permettre de gérer la globalité de tout ça. Donc ça veut dire que typiquement en expérience, on va avoir, voilà, comme je vous montre ici, vous allez avoir en fait des vidéos en top of mind, vous allez avoir des mastheads ensuite, vous allez avoir donc des formats type IAB, et pour chaque personne, on va avoir cette expérience-là qui va être en fait personnalisée et optimisée au fur et à mesure, puisqu'on aura plus de données au cours de la campagne, plus de résultats, et on va avoir une optimisation aussi qui va se faire pour pouvoir aller chercher en fait les meilleurs CPL. Donc les résultats, voilà, je ne peux pas vous donner tous les résultats effectivement sur les CPL, etc. pour des compréhensions, enfin pour des questions effectivement de confidentialité, Floa ne voulait pas communiquer dessus. Mais voilà les informations en fait que je peux partager avec vous. C'est le nombre d'impressions entre le top of mind et la perf, hein. Vous voyez effectivement qu'on a un équilibre qui est pas tout à fait le même, et ça va dépendre aussi donc de chaque client. On va viser en fait des vidéos complétées pour la partie top of mind. Donc là, on est en dessous en fait d'un centime d'euro la vidéo complétée à 100%. Voilà, c'est le seul indicateur qui est important pour nous, c'est la vidéo complétée à 100%. Parce qu'effectivement, si elle n'est qu'à 20 ou 30%, c'est-à-dire que la vidéo n'a pas été vue du tout. Et sur la partie perf, voilà, il y a des indications assez intéressantes, pardon. C'est notamment le CPC de la campagne. Donc, on arrive en fait à avoir des CPC qui sont très intéressants, surtout dans un contexte en fait sur un secteur qui est ultra concurrentiel et qui permet derrière en fait d'avoir des CPL, voilà, très intéressants. Je ne vais pas vous les communiquer, mais effectivement, ce qui permet en fait à Floa Bank de renforcer sa relation justement avec Envoice cette année, puisqu'on a une hausse très significative en fait des budgets. Mais ce qui permet en fait d'obtenir ces résultats-là, encore une fois, c'est l'IA, c'est le traitement de la data et d'arriver justement in fine à avoir quelque chose en fil rouge qui est géré automatiquement, donc qui permet de gagner du temps et donc effectivement d'obtenir en fait de très bonnes performances. Je passe rapidement sur Damar. C'est le même type en fait c'est même encore plus détaillé que ça, puisqu'avec Damar, on a du top of mind, on a de la prospection, on a du reciblage, on a de la fidélisation. On a une campagne, comme j'évoquais tout à l'heure, d'audio là qui est lancée aujourd'hui, donc c'est encore un autre canal. Et donc pour Damar, là pour le coup, on a tous les formats utilisés, toutes les stratégies utilisées, et on travaille avec Damar maintenant depuis un peu plus de 2 ans, et ce qui permet effectivement en fait à Damar de pouvoir gérer le display de manière assez aisée, de façon très forte. Ils ont une proportion en fait, de leur budget sur le display qui est très importante, et in fine, en fait, d'obtenir de très bons CPA. Voilà. Donc, il nous reste quelques minutes pour traiter justement vos questions. Voilà, préparez-vous, lancez-vous. Juste la conclusion, l'IA aujourd'hui appliquée pour le marketing digital, pour les campagnes, il y a vraiment 2 choses importantes, c'est le gain de performance et le gain de temps, et la valorisation effectivement de l'humain. Voilà, ça sert à ça, l'IA. Donc effectivement, il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut plutôt l'exploiter en fait comme elle l'est. Et voilà, ce n'est qu'un début. Donc on aura de plus en plus en fait d'IA dans notre business et c'est
clairement en fait un sujet intéressant, puisque encore une fois, ça va valoriser l'humain. Voilà, j'espère avoir présenté et vous avoir apporté en fait des informations sur la façon dont l'IA pouvait impacter vos campagnes, donc sur les différentes parties, les différentes étapes de la partie campagne en ligne. Peut-être que vous avez des questions. Je vais regarder dans le chat, je vois que dans l'onglet questions, on n'en a pas. Peut-être que dans le chat, il y a des choses. N'hésitez pas hein, à poser voilà, sur la façon, sur les différents types de data ou sur comment on peut gérer justement différents leviers. J'ai une question d'Olivier. Alors, vous passez par une régie, vous traitez en direct les sites médias pour la diffusion. Voilà, nous, en fait, côté Envoice, on a notre propre DSP. C'est ce qui fait aussi la particularité et la possibilité en fait de traiter justement tout ça. Donc, on a un stack techno qui nous est propre et qui nous permet en fait de nous connecter au SSP. Donc, on travaille avec certaines régies en direct. On peut travailler avec certains supports en direct. Là, typiquement, Spotify, c'est du direct. Sinon, on travaille en fait avec une bonne grosse dizaine en fait de SSP sur le marché spécialisés en vidéo, en natif, en audio, etc. Et l'idée, c'est d'avoir un accès en fait au maximum d'inventaire, au maximum de sites pour pouvoir traiter en fait au mieux les personnes. Vos outils sont-ils connectés HubSpot? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire une remontée de lead. L'approche qui est utilisée de notre côté sur des approches volume comme ça, pour être très clair, c'est beaucoup plus B2C ou alors pro. Ce que j'appelle pro, ce sont effectivement, par exemple, on travaille avec certains, je vais prendre ouais, par exemple, Lucas, on avait travaillé sur Lucas, on va rechercher en fait du coup des indépendants ou des designers ou des choses comme ça. PrestaShop, voilà, on travaille avec PrestaShop. Donc en fait, c'est plutôt clairement B2C ou pro que purement B2B. Si vous recherchez justement, on nous a posé la question en fait de trouver les acheteurs potentiels en fait de machines agricoles à plus d'1 million d'euros. Effectivement, l'IA va pas être d'un secours énorme puisque là, on ne sera pas sur des volumes importants. Pour que l'IA puisse fonctionner, il faut un volume de data. Voilà, donc effectivement, si aujourd'hui la connexion avec HubSpot qui est plutôt B2B, est-ce que du coup ça fait du B2B très précis? C'est plus adapté clairement en fait au B2C ou au pro, parce que les pros effectivement sont sur des volumes importants. Super Rita, j'ai encore 2 minutes. Oui, on peut aller Ouais, jusqu'à voilà. jusqu'à 45, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Voilà, donc j'ai deux autres questions. Il y a les données. Alors, voilà, je vais prendre Lisa qui avait posé la question juste avant sur les informations généralisables sur les autres campagnes que le display. Alors, toute la difficulté en fait justement de la compréhension, de la transparence, etc., etc., c'est est-ce que la plateforme en fait est ouverte ou fermée. Lorsque vous êtes sur des plateformes en fait fermées type Insta ou Facebook ou Google, effectivement, ou Amazon, en fait, il n'y a pas de partage de données. Donc, c'est vrai que c'est toute la difficulté aujourd'hui en fait du monde publicitaire, où en fait, lorsqu'on met de l'argent chez Insta, chez Google, etc., on sait plus ou moins en fait ce qui se passe. Les résultats sont plus ou moins bons, quelquefois très bons et quelquefois moins. Mais en fait, c'est compliqué en fait de comprendre. Et c'est vrai que le monde ouvert, ce qu'on appelle l'open web, le display, ça s'y prête en fait particulièrement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher le display là où il est. Il y a le display digital tel qu'on connaît aujourd'hui, mais effectivement, demain, on peut parler de télésegmenté, on peut parler d'affichage numérique. Et là, il y a des choses en fait très intéressantes à faire aussi sur ces environnements qui sont plus ouverts. Voilà, je regarde, j'ai encore une petite question de Jamel sur les types de données en fait pour l'apprentissage. On va étudier en fait tous les types de données. C'est pareil, donc ça va être l'impression, ça va être le clic, ça va être la mise dans le panier, ça va être potentiellement le lead ou l'achat direct. On va donner en fait un poids différent à chacune des actions. Effectivement, un achat a beaucoup plus de poids qu'une simple visite ou une visite qualifiée. Et en fait, on va pouvoir traiter comme ça au fil de l'eau en temps réel. Donc, c'est ce qu'on appelle du machine learning. On va pouvoir traiter en temps réel de façon automatisée justement toutes ces données pour avoir quelque chose qui va permettre d'avoir une évolution pour chacune des personnes au fur et à mesure de la campagne. Donc la même personne avec un profil, on va dire que deux personnes avec un profil proche, potentiellement s'ils ne commencent pas en même temps ou s'ils ont des comportements différents, auront une suite en fait, une expérience publicitaire qui ne sera pas la même. Voilà, je pense qu'on a fait.
La dernière question, il est 44, sur l'efficacité d'une campagne vidéo. Clairement, non. Donc, ce qui est intéressant, en fait, il y a deux choses. On essaie toujours de maîtriser en fait l'impact de la campagne, effectivement, sur la vidéo complétée à 100%, mais également en fait les taux de clics. Et dès qu'on peut, effectivement, de mesurer aussi le poids sur les visites qualifiées ou même les ventes. Voilà, c'est-à-dire que, dans le cadre d'Amar que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, on a une approche globale et en fait, on calcule un ROI global, un ROI qui va comprendre et la vidéo et en même temps de la performance. Donc, chez Damar, on est sur un ROI de 4 avec une approche en fait vidéo. Et on voit que la vidéo en fait utilisée en fil rouge, notamment avec de la perf en bas, en fait, a un impact très intéressant aussi sur les performances pures et dures. Voilà. Super, merci beaucoup Alban pour ta présentation.